populaire qui promeut l'émancipation par la culture. C'est beau, hein? Bien, mais je vous dois d'abord mes plus plates excuses. Nous avions prévu pour cette conférence sur la laïcité une personnalité prestigieuse qui, malheureusement, n'a pas pu se déplacer à Troyes. Au dernier moment, elle nous a avertis, c'est la moindre des choses, qu'elle donnerait cette conférence à Ajaccio. En effet, M. Jorge Mario Bergoglio, qu'on appelle aussi le pape François, avait toutes les qualités requises pour traiter de ce sujet, la laïcité, puisque à Ajaccio, il a ajouté 6 adjectifs à une liste déjà longue pour qualifier la laïcité, bien que celle-ci, nous l'apprendrons dans quelques moments, refuse les qualificatifs. On pourrait dire qu'elle est inqualifiable, mais bon, je dirais pas. Voilà. Alors que faire? Que va faire l'UPOPOP dans un cas pareil? Eh bien, nous avons donc téléphoné en catastrophe à M. Bernard Tepper, ingénieur, économiste, qui a passé sa vie à défendre l'école publique, la sécurité sociale et toutes ces bonnes choses que nous ont léguées ou que nous a légué le Conseil national de la résistance, dont on fêtera l'an prochain le 80e anniversaire. Et puis la laïcité aussi, qui est plus ancienne, hein. Elle aura 120 ans l'an prochain. Et elle a... on l'a fêtée en 1945 puisqu'elle a été mise en prison sous la dictature Pétain. Alors il est donc logique que M. Bernard Tepper, qui est là à côté de moi, bonjour Bernard. Bonjour. Se fasse le défenseur de l'école laïque et de la laïcité. Alors je ne sais pas s'il gardera quelques-uns des adjectifs proposés par Jorge Mario Bergoglio, qui plaide pour une laïcité qui ne soit pas ni statique ni figée, mais évolutive et dynamique. Eh bien, alors il préfère, j'ai vu ça dans le journal, une laïcité libérale à une laïcité universaliste. Et pourquoi il ne veut pas l'universalisme? Parce qu'elle s'attaquerait à la foi. Voilà donc des choses nouvelles, bon, qui sentent un peu le renfermer et qui devraient régaler notre invité qui est très vigoureux lorsqu'il y a des débats. Alors, avant de démailloter le bébé, non, il ne s'agit pas de Bernard Tepper, hein, il s'agit de la laïcité qui a un bébé qui est plein de vigueur encore, bien qu'entouré d'ennemis redoutables. Je voulais que Bernard nous parle de l'école publique qui semble, elle, souffrir d'une maladie de civilisation. Alors, on appelle une maladie de civilisation, c'est quand le syndrome n'est pas bon et qu'on ne veut rien faire pour en sortir. La laïcité, vous le savez, et l'école, ça va l'amble, comme disent les poètes. Ce sont des mots qui vont bien ensemble, comme dit la chanson, mais il faut mettre un peu d'huile parfois dans les engrenages. C'est pourquoi existe la Ligue de l'enseignement. Ah la voilà, vous pensiez que je n'allais pas en parler, comme les journalistes, ben si, j'en parle. Et elle est co-organisatrice de cette conférence. Et ce que j'ai répété plusieurs fois à l'oreille des journalistes, mais ils ne m'ont pas entendu, donc je m'excuse près d'eux. Voilà, bon. Alors, je vais donc passer la parole à notre ami Michel Grenaud, qui est secrétaire de cette belle institution qui date depuis 1866, c'est-à-dire avant les lois Ferry. Et c'est Jean Massé qui a créé cette association qui a eu beaucoup œuvré dans le département de l'Aube. Quand j'ai étudié la biographie de Charles Baltet, j'ai vu que son frère Ernest Baltet s'occupait beaucoup de ça et son cousin Stanislas. Voilà. Donc je vous raconterai ça une autre prochaine fois.
Donc, nous faisons cette conférence avec la Ligue de l'enseignement qui promeut de bonnes valeurs comme on les aime, l'éducation, citoyenneté, solidarité et partage. Merci de votre attention et je donne la parole à Michel. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci Jean. Je tiens d'abord à excuser notre président Lucien Agnesa qui est retenu au vœu du département. Je tiens à saluer par contre Margot qui est là, qui travaille justement un gros dossier de la Ligue puisque le conseil départemental nous a demandé cette année d'éduquer les jeunes sur la citoyenneté et la laïcité pour le futur conseil départemental jeune. Donc c'est une grosse preuve de confiance du département, nous en sommes très fiers. Il est accompagné de Freddy Borin qui lui aussi s'excuse. En tout cas, être ici ce soir, c'est une fierté pour la Ligue. À la rigueur, je me demande même ce qu'on a à y faire, parce que école et laïcité, ça me paraît tellement évident, c'est des mots qui vont tellement avec la Ligue de l'enseignement que je me demande ce qu'on a à faire ici. Mais malheureusement, on a à y faire, parce que la laïcité, elle est peut-être pas en danger, mais elle est toujours menacée, donc il faut être vigilant. Et l'école, c'est un espace d'émancipation et d'instruction. Et la laïcité, en tant que principe garantissant la liberté de conscience et l'égalité, sont intimement liés. Donc, tu as parlé de Jean Massé. Hein, on va jouer les vieux historiens hussards noirs de la République. Moi, je me permettrais de citer Ferdinand Buisson, qui lui aussi a œuvré pour l'école, la laïcité. Et il disait, la laïcité, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, mais c'est aussi la liberté de penser, de chercher, d'apprendre et de s'émanciper. Et puis pour vous montrer que la Ligue est un petit peu plus jeune, on va citer des gens un peu plus récents. Abd al-Malik, qui est un rappeur, un chanteur, un acteur, un auteur. Lui, il a dit récemment, la laïcité signifie que dans la société, nous sommes définis par notre citoyenneté et en aucun cas par notre religion. Eh bien, écoutez, je vais laisser Monsieur Tepper nous disséquer tout ça maintenant. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. Merci Michel. Avant de passer la parole à Bernard, j'ai 3 infos rapides à vous donner. Alors, après cette conférence, il y aura un débat. Et à la fin de cette conférence, donc il y aura un débat, mais ça ne sera pas comme un colloque, c'est-à-dire qu'on demande aux gens de poser leurs questions et c'est aux conférenciers, évidemment, d'éclairer le sujet en répondant aux questions. La deuxième, c'est qu'à la fin de cette conférence, vous aurez le droit de rallumer vos insupportables que vous venez de fermer. Merci beaucoup de votre gentillesse. Et enfin, dernière information, le 14 janvier prochain, nous nous réunirons ici avec monsieur René Grandmont, qui est originaire de l'Aube, pour parler de l'infini. Et le lendemain, il sera remis. Et pour ce qui est de l'infini, j'ai ma définition. Ceux qui l'aimeront pourront l'inscrire en lettres d'or sur la cheminée de leur chambre. Alors la voici, l'infini n'est pas ce qui est impossible à atteindre, c'est ce qu'il est nécessaire d'entreprendre pour le conquérir. Merci de votre attention. Bernard Tepper. Alors je pense que ça doit suffire. Tu essayes de me mettre mon diaporama. Ouais. Bien, donc on va démarrer la conférence. Jean m'a demandé de faire une conférence sur laïcité et école. Donc il y aura une dizaine de diapositives sur la laïcité et un peu plus, 13 sur l'école, pour pouvoir débattre derrière. Et vous verrez que c'est, surtout sur la deuxième partie sur l'école, c'est assez critique. Mais ça, bon, on aura l'occasion de répondre.
de répondre aux questions et de débattre entre nous. J'ai souhaité commencer par la laïcité, parce que la laïcité, qui avait une définition extrêmement claire pendant 150 ans, maintenant c'est un mot glissant, c'est-à-dire que on est dans un monde où chacun a sa définition de la laïcité qui est différente de celle qui est à côté de soi. Et en fait, on ne se comprend pas puisque chacun a une définition différente. Voilà. Et donc, les linguistes appellent ça les mots glissants. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de mots glissants. Il y a démocratie qui est glissant, il y a république qui est glissant, etc. Vous voyez, tous ces mots-là, démocratie, république, laïcité, sont devenus des mots où chacun donne une définition différente. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à débattre. Parce que petit à petit, chaque mot, eh bien, les gens ont l'habitude d'entendre une définition. Alors, pour la laïcité, moi, je reprendrai la définition historique, parce que pendant 150 ans, il y avait une définition à peu près équivalente. Et en fait, c'était assez simple. Il y avait des gens qui étaient d'accord avec la laïcité, ils s'appelaient des laïcs. Et puis, il y a des gens qui étaient contre la laïcité, le pape, par exemple, de l'époque. Et donc, il y avait ceux qui étaient pour, qui étaient contre. Aujourd'hui, tout le monde est pour la laïcité. Tout le monde. Mais bien sûr, ce n'est pas la même. Voilà. Et donc, c'est un peu compliqué à parler. Et notre ami Jean, qui a démarré sur la parole du pape à Ajaccio, eh bien, c'est tout à fait ça. Il oppose, en fait, par une définition où il met 6 adjectifs derrière la laïcité, il oppose la laïcité à l'universalité. Voilà. Alors que pendant 150 ans, ça marchait ensemble, justement. Bien, ben écoutez, voilà, si tu peux. Donc d'abord dire ce qu'est la laïcité. Alors moi, je me référerai à la laïcité historique, hein, c'est-à-dire celle de Jean Jaurès, celle de Buisson, celle d'Aristide Briand, etc., etc. Donc la laïcité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une valeur, c'est uniquement un principe d'organisation sociale. L'autre grand mode d'organisation dans le monde développé, c'est le communautarisme anglo-saxon. La Grande-Bretagne, les États-Unis, par exemple, sont organisés plutôt par communauté, et ensuite on essaye de rassembler les communautés. La laïcité à la française, ou aujourd'hui la laïcité à la suédoise, ou la laïcité à la bolivienne, on pourra en parler tout à l'heure, eh bien, ce n'est pas du tout ça. On le verra tout à l'heure. Alors, il y a 4 caractéristiques, 4 items qui définissent la laïcité. Premier item, et placé en tête parce que c'est le plus important, c'est la liberté de conscience et d'opinion. La liberté de conscience et d'opinion pour tout le monde, pas simplement pour les uns et pas pour les autres. Donc, liberté de conscience et d'opinion. La deuxième caractéristique, c'est que cette liberté de conscience et d'opinion, elle est universelle, contrairement aux propos du pape à Ajaccio, où il s'oppose, il appelle sa laïcité avec 6 adjectifs, s'oppose à la laïcité universaliste, comme l'a dit Jean tout à l'heure. Donc l'universalité du droit, c'est-à-dire que c'est pour tout le monde. Le troisième item de la laïcité, c'est le principe de séparation. D'ailleurs, la loi du 9 décembre 1905 se déclame loi
de séparation des églises et de l'État. Donc, on sépare, je dirais, la vie en deux espaces. Alors, qu'est-ce qu'on met d'un côté? On met d'un côté la société civile. Et pour la conception laïque des choses, dans la société civile, il ne peut pas y avoir d'interdiction au nom de la laïcité. Alors, c'est quoi la société civile? C'est les entreprises, c'est les organisations, les partis, les syndicats, les associations, les universités populaires comme l'UPOBOB, etc., etc. C'est les entreprises, je l'ai dit. C'est ce qui se passe dans la rue. La rue, qui est du domaine public, c'est le lieu d'expression de la société civile. Pas d'interdiction dans la rue, au nom de la laïcité. Il peut y avoir des interdictions pour autre chose. Il n'y a pas que la laïcité dans la vie. Bon. La plage, etc. Et puis, de l'autre côté, eh bien, il y a la sphère de l'autorité politique, où là, les interdictions laïques s'appliquent, et la sphère de la constitution des libertés, c'est-à-dire l'école, les services publics et la sécurité sociale. Donc c'est assez... Vous avez donc, d'une part, la sphère de constitution des libertés, école, services publics, sécurité sociale, la sphère de l'autorité politique, les maires, les députés, les sénateurs, l'Assemblée nationale, le conseil départemental, etc. Dans l'exercice de ces fonctions, parce qu'on n'est pas maire 24 heures sur 24, on est maire, M-A-I-R-E, pendant qu'on exerce. Mais on n'est pas maire lorsqu'on est dans sa sphère privée. Le maire, il a le droit, en dehors, par exemple, d'aller où il veut. Voilà. Donc, cette stricte séparation, qui d'ailleurs se décline dans la loi de 1905 par l'article 1 et l'article 2, la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions de l'ordre public. Donc, dans la loi de 1905, vous avez environ 25 articles où on donne les sanctions de ceux qui ne respectent pas l'ordre public. Voilà. Et l'article 2, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, une structure laïque doit respecter ces deux articles. Alors, disons-le tout de suite, en allant jusqu'au bout, la France ne respecte pas. Pourquoi? 5 départements, la Guyane, la Moselle, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et Mayotte, pauvre Mayotte d'ailleurs, en ce moment, ne sont pas soumis à la laïcité. Donc la France n'est pas un pays laïque sur l'ensemble du territoire. La République ne salarie ni ne subventionne aucun culte. C'est vrai dans la majorité des départements, et notamment dans l'Aube, mais ce n'est pas vrai en Guyane, ce n'est pas vrai en Moselle, ce n'est pas vrai dans le Haut-Rhin, ce n'est pas vrai dans le Bas-Rhin et ce n'est pas vrai à Mayotte. Vous voyez? Donc ça veut dire que cette définition-là, la France, elle n'est pas complètement laïque. Voilà. Hein. Et ça, c'est documenté, etc. Et en Guyane, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que, par exemple, en Guyane,
l'évêque et les curés catholiques sont considérés presque comme des fonctionnaires, mais toutes les autres confessions, non. Ni les juifs, ni les deux cultes protestants ne sont subventionnés en Guyane. Vous voyez, la Guyane, par exemple, eh bien, elle est régie, en fait, par un décret d'un des rois les plus réactionnaires de France, qui s'appelait Charles X, qui, en 1828, ne donnait des avantages qu'aux catholiques et à personne d'autre. Vous voyez, donc ce n'était pas universaliste à l'époque. Voilà. Et le quatrième item, non, si tu peux revenir à la précédente, parce que j'ai eu le quatrième item, et les trois autres, vous les avez vus avant, la laïcité prononce un lien politique entre les citoyens qui ne présuppose pas un lien religieux préalable. Si nous sommes une commune, supposons on est une commune et on élit notre maire, on a un lien politique entre nous pour élire le maire de la commune. Voilà. Mais ce lien politique que nous avons pour élire le maire de la commune, il ne demande pas qu'on soit de la même religion. Donc c'est un item de la laïcité. Voilà, si tu peux passer au suivant, Jean. Donc, je reviens, la laïcité, c'est un principe d'organisation sociale, c'est la séparation, c'est le troisième item, vous voyez, à ne pas confondre avec athéisme ou agnosticisme. Parce que l'athéisme, celui qui ne croit pas en Dieu, l'agnostique, qui ne sait pas très bien s'il croit ou il ne croit pas en Dieu, mais en fait, il s'en fout un peu parce que dans sa vie, il n'en a pas besoin. Athée et agnostique, c'est une position philosophique au même niveau qu'une croyance religieuse. Donc on ne doit pas lier, comme le font certains, la laïcité n'a rien à voir avec l'athéisme, pas plus qu'avec d'autres positions philosophiques, agnosticisme ou toutes les croyances religieuses que vous connaissez. C'est-à-dire qu'un laïc, un maire, un député, doit considérer toutes les positions philosophiques et religieuses au même niveau. Catholiques, protestants, les deux cultes protestants, maintenant il y en a trois peut-être, juifs, bouddhistes, athées, agnostiques, tout ça c'est des positions philosophiques. Donc voilà, il ne faut pas confondre la position philosophique, c'est pour ça que je dis que la laïcité n'est pas une valeur, n'est pas une opinion, c'est un choix d'organisation sociale. Le but de la laïcité, c'est la liberté. C'est-à-dire que pour les laïcs, le triptyque républicain liberté, égalité, fraternité place la liberté en tête parce que tous les principes républicains doivent concourir au plus haut niveau possible de liberté. Mais pas au plus haut niveau de liberté pour les catholiques, pour les juifs, pour les athées, pour les agnostiques, mais en fait, la liberté de tous. Et vous savez bien, par exemple, si on est comme en Guyane, où on finance uniquement l'Église catholique et pas les autres, c'est injuste. Voilà. Eh bien, effectivement, la Guyane n'a pas une pratique laïque. Voilà. Alors, la laïcité, elle est anticléricale, mais elle n'est pas anti-religieuse. Il faut faire une différence. Elle n'est pas anti-religieuse parce que l'article 2, c'est la liberté du culte. On ne peut pas dire que quelqu'un qui est anti-religieux, bon, il va essayer d'empêcher cette liberté de culte. Par contre, elle est anticléricale, mais il faut prendre la définition de l'anticléricalisme. Le cléricalisme, c'est la religion ou la pensée philosophique qui s'impose à tous
y compris à ceux qui sont en désaccord avec cette position philosophique. Par exemple, est clérical lorsque une position philosophique, que ce soit l'athéisme, le christianisme, l'islam ou autre, dit à l'État, vous devez obligatoirement faire cette loi-là parce que nous l'avons décidé. Donc ça, c'est le cléricalisme. Donc la laïcité qui est universaliste, elle est anticléricale. Donc anticléricale, ça ne veut pas dire contre les religions, ça veut dire contre l'immixtion des religions dans l'État. Et celui qui a le mieux expliqué la laïcité, c'est un des plus grands écrivains français, qui a été pendant plusieurs décennies député puis sénateur, et il s'appelle Victor Hugo. Le 15 janvier 1850, le député Victor Hugo, il combat la loi Fallou, et il a une formule ramassée, « Je veux l'État chez lui, l'Église chez elle ». Voilà. C'est-à-dire que l'État n'a pas à s'immiscer dans les problèmes religieux d'une Église, et l'Église n'a pas à s'immiscer dans l'État, puisque l'État, surtout un État démocratique, ce qui définit la loi, c'est l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, etc. Et ce n'est pas des organisations extérieures à l'État, comme peut l'être, voilà, aussi bien les religions que les athées, que les agnostiques, etc. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il y avait l'Union soviétique, c'était pas très laïque, puisqu'on imposait une position philosophique à toute une population. Voilà. Alors, les 4 phrases suivantes définissent bien la laïcité. Non, voilà. On peut être laïque et non croyant. On peut être laïque et croyant. On peut être anti-laïque et non croyant, et on peut être anti-laïque et croyant. Donc la laïcité et la croyance n'ont rien à voir. Si je suis athée et je ne respecte pas la liberté de culte, je ne suis pas laïque. Je peux être athée, mais dans ce cas-là, je ne suis pas laïque. Donc dans les athées, il y a les laïcs et les anti-laïcs. Dans les croyants, il y a les athées, les laïcs et les non-laïcs. Vous voyez? Alors, bien sûr, dans les religions, dès que vous allez vers l'intégrisme religieux, eux, ils sont anti-laïcs. Voilà. Parce qu'en général, les intégristes religieux veulent imposer à l'ensemble d'une population, dans le monde, des tas d'exemples que vous connaissez. Et donc, vous voyez bien que la laïcité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une position philosophique. Voilà. Et dans les laïcs, il y a des croyants et des non-croyants, et dans les anti-laïcs, il y a aussi des croyants et des non-croyants. C'est très important de bien avoir ça dans la tête. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des dérives de la laïcité. Alors, il y en a de plus en plus, d'ailleurs. Forcément, puisque la définition que je vous ai donnée avec les 4 items, c'est la définition historique. C'est celle des grands hommes qu'on a tous cités. Mais depuis quelques décennies, vous avez des personnes qui ont d'autres définitions. Voilà. Alors, il y a une laïcité adjectivée. C'est celle qu'a employée le pape à Ajaccio. C'est-à-dire qu'il adjective la laïcité. Laïcité ouverte, ça voudrait dire qu'il y a une laïcité fermée. Ben non, il n'y a pas de laïcité fermée, puisque la laïcité, elle respecte, je dirais, elle respecte tout le monde. Alors, cette laïcité adjectivée, c'est le cache-sexe du communautarisme. C'est-à-dire, on veut renforcer sa propre communauté. Et le laïc, lui, il n'est pas là pour renforcer une communauté.
ni la communauté athée, ni agnostique, ni catholique, ni juive, ni musulmane, etc. La deuxième dérive, c'est une laïcité que j'appelle usurpée parce qu'elle est anti-religieuse. On trouve ça plutôt à l'extrême droite. C'est-à-dire, on se sert du mot laïcité contre une seule religion. Alors, dans le temps, c'était le judaïsme, et aujourd'hui, c'est l'islam. Mais quand on fait des différences entre religions, on n'est pas laïque. Vous voyez? Voilà, c'est... Il n'y a pas de... Pour un laïc, l'islam est une religion comme une autre. Le judaïsme est une religion comme une autre. Le culte calviniste et luthérien sont des religions comme les autres. Et je pourrais continuer sur les cultes catholiques, etc. Troisième position qui est une dérive, c'est la position néo-concordataire. Alors il faut savoir que dans l'histoire de France, il y a eu une bataille entre les concordataires et les laïcs. Cette bataille a commencé à la Révolution française, on verra ça dans quelques diapositives supplémentaires. Et la position laïque, c'est celle de Victor Hugo. C'est-à-dire que Victor Hugo, l'État chez lui, l'Église chez elle. C'est-à-dire que Victor Hugo, par cette phrase, il a sorti une phrase ramassée avant qu'il y ait eu des lois laïques. Parce que les lois laïques qu'aurait souhaité Victor Hugo, elles sont arrivées plus de 30 ans après qu'il ait dit ça à l'Assemblée nationale, le 15 janvier 1850. La quatrième dérive, c'est une dérive identitaire. Alors, on trouve cette dérive identitaire et à droite et à gauche dans les deux camps. C'est-à-dire que c'est une dérive parce que on essentialise les groupes. Voilà. On estime, par exemple, que les femmes sont comme ça, que les Arabes sont comme ça, que etc., que les catholiques sont comme ça, que les musulmans sont comme ci ou comme ça. Et donc, on essentialise. Ça veut dire qu'on estime que tous les musulmans pensent pareil, que tous les catholiques pensent pareil, que tous les athées pensent pareil, alors qu'en réalité, sur le plan des positions philosophiques, quelle que soit la position philosophique que vous avez, vous savez bien que vous avez des gens qui ont la même position philosophique que vous, mais qui ont des nuances et avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Ensuite, alors, il y a des dates méconnues. La première séparation de l'Église et de l'État, c'est pas 1905. C'est la Convention pendant la Révolution française. Alors, les décrets, je vous les donne. C'est le décret du 18 septembre 1794, bon, c'est après l'éviction de Robespierre, et un deuxième décret du 21 février 1795 qui fait la première séparation des églises et de l'État. Napoléon rétablit le Concordat en 1802. Voilà. La Commune de Paris supprime le Concordat, mais comme vous savez, la Commune de Paris, elle dure 62 jours, donc le Concordat est rétabli après l'écrasement de la Commune. Et la troisième séparation des églises et de l'État, c'est celle de 1905, avec ce grand orateur qui était Jean Jaurès et le rapporteur de la commission qui était Aristide Briand, avec bien sûr un très fort travail d'un homme comme Émile Combes, qui a été président du Conseil entre 1902 et 1905, et puis d'un autre homme dont
dont on a parlé, qui est Buisson. Voilà. Mais c'est intéressant de penser à Buisson, parce que Buisson, par exemple, était protestant. Mais il était protestant et laïque. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Jean Jaurès, il était croyant et laïque. On ne peut pas dire il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, mais enfin, il est croyant. Vous voyez? Bien. Alors, l'interdiction des signes religieux à l'école. Alors là, il y en a qui disent c'est la loi du 15 mars 2004. C'est pas vrai. La séparation des églises et de l'État, c'est le Front populaire qui l'a interdit. Il y a 3 circulaires du ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, qui s'appelait Jean Zay, qui a fait 3 circulaires que vous pouvez trouver sur Internet. Les circulaires du 1er juillet et du 31 décembre 1936 et celle du 15 mai 1937. Ces 3 circulaires interdisent les signes politiques et religieux à l'école publique. Et quelque chose qui est mal connu, c'est que ces 3 circulaires ont été éliminés par la loi Jospin de 1989, parce que dans la loi d'éducation de Lionel Jospin, il a été pratiquement dit que les droits de l'enfant étaient les mêmes à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'école. Et comme il y a la hiérarchie des normes, et que la loi est supérieure à la circulaire, eh bien, quand on demande au Conseil d'État le 27 novembre 1981 de dire la loi, eh bien, comme la loi de 1989 est de juillet, ils sont obligés d'appliquer la loi. Et comme m'a dit personnellement le vice-président du Conseil d'État de l'époque, il m'a dit « Mais monsieur Tepper, le Conseil d'État ne fait pas la loi, il dit la loi. » Et il dit « La loi, elle est tout à fait respectable. Votre position, monsieur Tepper, est tout à fait respectable. Mais la loi étant supérieure à la circulaire, et donc a démarré en 1989 une bataille pour cette fois-ci dire la même chose que les 3 circulaires de Jean Zay, mais sous l'esprit d'une loi. Et cette loi, c'est la loi du 15 mars 2004. Donc la loi du 15 mars 2004 n'est pas la loi qui interdit pour la première fois les signes religieux à l'école, c'est le retour au circulaire Jean Zay du Front populaire. Voilà. Suivante. Alors maintenant, pourquoi la laïcité, elle est née en France? Au moment de la Révolution française, le mot n'existait pas encore. Mais la séparation, c'est les conventionnels qui l'ont instituée. Et pourquoi aujourd'hui la laïcité, c'est un combat planétaire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la laïcité, c'est plus un combat franco-français. Quand vous voyez la lutte, par exemple, des femmes en Iran pour avoir le droit de porter ou de ne pas porter le voile, l'Iran, ça ne fait pas partie de la France. Et cette bataille, elle a lieu. Donc maintenant, la laïcité est un combat planétaire. Lorsque Femmes Solidaires, je ne sais pas si vous connaissez cette organisation, c'est une organisation qui a changé de nom, mais qui était, je dirais, proche du Parti communiste depuis très longtemps, depuis 90 ans, je crois. Quand Femmes Solidaires, elle fait régulièrement, je dirais, un rassemblement international de la laïcité. Eh bien, elle a 70 délégations nationales. Donc, ceux qui peuvent être invités à la prochaine réunion de Femmes Solidaires, ils font ça une fois tous les 2, 3, 4 ans. Voilà.
Et donc, maintenant, c'est partout. Voilà. Alors, le problème, c'est que la question, c'est pourquoi ça a démarré en France. Moi, j'ai repris une thèse qui est une thèse qui devient majoritaire maintenant chez les historiens, c'est que la France, c'est le seul pays d'Europe qui a été un grand pays d'immigration à partir du XIIIe siècle. Il y avait deux grands pays d'immigration au XIIIe et au XIVe siècle, c'est la France et l'Espagne. Mais vous savez qu'à la fin du XVe siècle, Isabelle la catholique a décidé de supprimer le judaïsme et l'islam en Espagne et que tout le monde avait le droit de rester en Espagne s'il se convertissait au catholicisme. Et sinon, il fallait fuir l'Espagne. Bon, alors il y en a qui se sont un peu cachés, etc. Bon. Et donc, l'Espagne a cessé d'être un pays d'immigration à partir du XVIe siècle. La France a commencé au XIIIe siècle et elle a toujours été un grand pays d'immigration. Avec une arrivée d'immigration très forte, par exemple, au XXe siècle, dans les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Vous comprenez pourquoi, hein? Il y a 1,5 million de jeunes hommes qui n'existent plus. Hein? C'est une des raisons. Hein? Et donc, on fait venir de l'immigration parce qu'il manque des jeunes gens pour travailler. Et puis, il y a un problème de pyramide des âges. Voilà, il y avait 1,5 million de femmes qui manquaient. Non, qui étaient en trop par rapport aux hommes. Et donc, on faisait venir des hommes d'ailleurs, et puis la France, elle est devenue un pays où, à l'époque, il y avait des femmes françaises qui sont mariées avec des gens qui venaient d'Italie, des gens qui venaient d'Espagne, des gens qui venaient du Portugal. Enfin, vous en connaissez sûrement dans vos amitiés. Et puis sur le problème, juste encore, voilà. Il y a le problème des martyrs de la laïcité. Il y a une chose que je voudrais dire, c'est que les plus grands martyrs de la laïcité, c'est les musulmans. C'est-à-dire que, au nom de la bataille contre la laïcité, il y a eu des martyrs musulmans. Alors la première, du XXe siècle, c'est les massacres de 1965 en Indonésie. Je vous signale par exemple que l'Indonésie, je ne sais pas si vous le savez, c'est le plus grand pays musulman du monde. C'est le pays qui a le plus de musulmans, c'est l'Indonésie. Vous voyez ? Les trois grands pays musulmans, c'est l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan. Vous voyez, ce sont des pays non arabes, mais ils sont musulmans. Ah oui. Le plus grand pays arabe musulman, c'est l'Égypte. Mais il y a beaucoup moins d'habitants en Égypte qu'il y en a dans les trois que j'ai cités. En Algérie, le président algérien qui s'appelait Mohamed Boudiaf a été assassiné à cause d'une seule chose. Il a annoncé qu'il voulait instituer la laïcité en Algérie. Mohamed Boudiaf, 1992, pour ceux qui sont intéressés, vous tapotez Mohamed Boudiaf, 1992, vous avez toute l'histoire. Plus près de nous, des gens que j'ai connus, les deux députés, quand il y a eu le printemps arabe, vous vous rappelez, 2011, hein, c'est plus près de chez nous, eh bien, il y a eu l'assassinat en Tunisie de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, deux députés du Parti populaire, dont le Parti populaire, dont le but était d'instituer la laïcité en Tunisie. Et donc,
un intégriste musulman a d'abord tué Chokri Belaïd, que j'ai connu personnellement, et puis ensuite a assassiné un autre député qui était Mohamed Brahmi. Mohamed Brahmi, qui était croyant, hein, qui était un croyant musulman, mais qui voulait mettre la laïcité, vous voyez. Donc je le dis parce que je montre quand même que des laïcs, il y en a partout. Il y a des laïcs chez les athées, les agnostiques, les cathos, les protestants, les juifs, les musulmans. Hein, celle qui a été tuée par la police du vêtement en Iran, c'était une laïque. Voilà. Ouais, Masha Amini en Iran et Forozan Sanfi en Afghanistan. C'est-à-dire des combattants laïcs, il y en a partout. Et la laïcité progresse presque dans tous les pays du monde, sauf en France où elle recule. Mais c'est la France qui l'a créé, donc c'était très développé, et puis ça recule, notamment, on le verra ensuite, sur le financement. Voilà. Alors, je voudrais finir la partie laïcité sur quelque chose qui est très mal connu, et c'est vraiment dommage, c'est que le garant de la laïcité, c'est la Convention européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Donc vous avez la Convention européenne des droits de l'homme et vous avez une Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg, qui n'a rigoureusement rien à voir avec l'Union européenne. L'Union européenne, elle a une chambre de justice qui est au Luxembourg. Ça émane du Conseil de l'Europe, avec 47 pays. 47 pays signent la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord ? Et lorsqu'il y a des conflits sur la laïcité, le dernier rempart, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire que ceux qui contestaient la laïcité montaient jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est au-dessus, très important, c'est au-dessus du Conseil d'État et c'est au-dessus dans la justice civile de la Cour de cassation. Vous voyez, Cour de cassation, Conseil d'État, c'est le sommet juridique en France, mais il y a au-dessus la Cour européenne des droits de l'homme. D'accord ? C'est très important. Dans son article 9.1 et 9.2 que je vous ai mis là, in extenso, l'article 9.1 de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est un article, vous pouvez le lire, qui dit, en français populaire, la ligne générale, c'est des interdictions nulle part. C'est pour ça que la laïcité ne peut pas prononcer une interdiction générale. Elle a le droit, mais il y a l'article 9.2. Et l'article 9.2 dit, vous l'avez in extenso dans le langage juridique, dit, il peut y avoir des interdictions à condition que ça soit marqué dans la Constitution ou dans une loi. C'est pour ça que les intégristes français qui ont fait remonter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme pour justifier le droit d'avoir des signes religieux dans l'école publique, ils ont été, je dirais, ils ont perdu, quoi. Hein ? Ils ont perdu pour une raison simple, c'est que maintenant, il y a la loi de 2004. Donc, tout ce qui est arrivé à la Cour européenne des droits de l'homme à partir de 2004 a donné raison parce qu'il y a la loi de 2004. Il y a la même chose quand des intégristes
turque, parce que la Turquie fait partie de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est comme ça, parce que vous savez, c'est le kémalisme, c'est Kemal Atatürk hein, qui avait poussé à ça. Alors, des intégristes, parce que Kemal Atatürk, qui a pris le pouvoir, qui était un militaire, hein, qui a fait un coup d'État dans les années 20, il a interdit les signes religieux à l'école et même à l'université, ce qui n'est pas le cas en France. Hein. Et donc, les intégristes turcs ont attaqué devant la Cour européenne des droits de l'homme, puisque la Turquie, elle fait partie des 47 communes, et bien sûr, les intégristes ont été, je dirais, battus dans cette Cour européenne. C'est donc, je dirais, la définition de la laïcité que j'ai donnée avec les 4 items du début, elles correspondent à ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, puisque c'est celle qui décide en dernière instance. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi on n'a pas suffisamment fait connaître cette cour européenne. Voilà. Donc aujourd'hui, sur les 47 pays, s'il y a une loi, ou si c'est dans la Constitution, c'était le cas, je dirais, de la Turquie, eh bien, l'interdiction, elle a tenu, l'interdiction des signes religieux en Turquie, jusqu'au moment où Erdogan est arrivé, mais là, on est dans un autre monde. Donc, voilà. Mais je parle, en 2004, il n'était pas là. Je vais vous donner un petit cas sur l'Italie. C'est complètement l'inverse. C'est l'affaire Lozzi. Madame Lozzi, c'est une parent d'élève. Voilà, l'équivalent de la FCPE pour ceux qui connaissent. Et il y avait une école publique avec une croix de 7 mètres de haut dans l'école publique. Et Madame Lozzi, elle dit, c'est une école publique, je ne veux pas qu'il y ait une croix de... Voilà. Ça arrive dans les tribunaux, donc, comme chez nous, hein, 3 stades, et les tribunaux italiens donnent raison à Madame Lozzi. L'Église catholique attaque devant la Cour européenne des droits de l'homme, et là, la Cour européenne des droits de l'homme donne, disons, déboute Madame Lozzi, et elle dit que l'Église catholique a raison. Pourquoi ? Parce qu'aucune interdiction a été votée, ni dans la Constitution, ni dans une loi, et à partir de là, on ne peut pas interdire un signe religieux à partir du moment où ce n'est pas inscrit dans la loi et qu'il n'y a pas eu un débat démocratique préalable. Et l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dit, si vous voulez interdire cette croix, ben, il suffit de voter une loi. Elle n'est toujours pas votée. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a une protection sur 47 pays. Alors pareil, Cour européenne des droits de l'homme, vous tapez sur Internet, CEDH, Strasbourg, vous ne trompez pas, hein, vous n'allez pas vers la Cour de justice de l'Union européenne, c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc vous voyez, et c'est pour cela que la conception historique de la laïcité, que j'ai rappelée au début, elle tient énormément parce qu'elle est conforme au sommet juridique de la juridiction, qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Là, il faut passer maintenant à la suite. Alors, maintenant l'école. Vous voulez peut-être discuter un peu, c'est comme vous voulez. Oui ? Mais c'est pas Atatürk, enfin, je ne reviens pas, vous en avez parlé là, a décidé que les signes religieux seraient interdits à l'école. Mais ça ne fait pas partie de l'Europe, la Turquie. Oui, mais ce qui se passe, c'est que vous avez une Cour européenne des droits de l'homme. Alors, attendez. La Turquie, c'est un énorme pays sur le plan de la surface.
et vous avez une partie de la Turquie qui est en Europe. C'est-à-dire que si un jour vous allez à Istanbul, qui est une grande ville en Turquie, c'est pas la capitale, mais c'est une grande ville, est en Europe. Et si vous allez à Ankara, donc la capitale de la Turquie, se trouve en Asie. Et parce qu'il y a un petit bout autour d'Istanbul, la Cour européenne des droits de l'homme accepte la signature de la Turquie. Voilà. Une autre intervention? Non? Alors, parce que l'école, peut-être, moi je pensais que tu allais le faire à l'envers. Ah bon? Commencer par l'école pour. Mais ça ne fait rien. Il est très éloquent dans les débats. Bon. Alors, le problème de l'école, c'est que, bon, comme vous le savez, l'école, elle a énormément varié. Et que souvent, on ne connaît l'école que celle qu'on a vécue quand on était en culotte courte et ce qu'on a vécu par la suite avec nos enfants et nos petits-enfants. En réalité, l'école, elle a toute une histoire que je n'ai pas rappelée ici parce que c'est un petit peu long. Mais en réalité, il y a un lien entre le système politique et l'école qui a existé. Alors, depuis qu'on a la République, eh bien, l'histoire de l'école est directement liée au type de république dans lequel on est. Alors, la thèse que je défends, c'est que l'école, c'est la pierre angulaire de la République. Et comme c'est la pierre angulaire de la République, quand la République change, parce qu'il y a plusieurs types de républiques en France, pas simplement première, deuxième, troisième, mais on a assigné à l'école des missions différentes. Vous voyez? Et donc, un type de république, par exemple, quand elle était république sociale, elle l'a été pendant quelques décennies, eh bien, elle avançait avec le primat de l'instruction tout en éduquant pour former le futur citoyen. La priorité, quand par exemple vous lisez Buisson, dont on a parlé, c'était la formation. Il considérait l'élève comme un futur citoyen, comme un citoyen en devenir. Il n'était pas citoyen, mais il était citoyen en devenir. Et donc, il fallait former le citoyen pour le rendre de plus en plus autonome. Vous voyez, de plus en plus autonome et qu'il puisse développer son esprit critique et penser par lui-même, c'est-à-dire pas penser comme ses parents, obligatoirement, et pas penser comme ceux qu'on écoute à la télévision, et pas forcément penser que, voilà, que surtout les grands orateurs, etc., se faire une pensée soi-même. C'était ça le but, je dirais, de la République sociale et, je dirais, des combattants sur l'école. Aujourd'hui, en caricaturant un petit peu, mais la mission, moi ce que je pense, c'est que la mission que notre République donne à l'école, c'est celle de préparer les futurs élèves pour qu'ils soient de bons salariés dans les entreprises. À partir du... Alors, c'est une caricature, mais je dis simplement qu'on va vers ça. Et c'est pour cela qu'on a diversifié les choses. C'est-à-dire qu'il y a eu la tendance, par exemple, de faire des aiguillages extrêmement tôt pour la vie professionnelle, alors que ceux qui étaient
Massé et ses successeurs immédiats, ils étaient plutôt pour former le citoyen. Et plus on avançait en âge, plus la partie qui devait préparer à la vie professionnelle devait prendre de l'importance. Mais je dirais toute l'école obligatoire, c'était vraiment la formation du citoyen. Voilà. Et vous voyez les tendances récentes, par exemple. Vous avez des gens, alors il y a eu un petit retour en arrière, mais vous avez eu des moments où vous pouviez avoir des enfants, des élèves plutôt, des élèves dans des lycées sans aucun cours de mathématiques. Vous voyez? Bon, ça, pour les pédagogues, je dirais de la Troisième République, c'est impensable. C'est-à-dire, il y a des matières, le français pour s'exprimer, les mathématiques pour... voilà. Et puis après, la physique, la chimie, sciences de la vie, etc., etc. Histoire, géographie, enfin, vous connaissez tout ça. Et le résultat, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une petite fille aînée, elle vit au Canada. Elle a combien de matières? 4. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a énormément de spécialisation. Alors, ils sont forts dans leur spécialisation, mais il n'y a pas toutes les matières qu'il y a, je dirais, qui avaient, de mon temps, par exemple, vous étiez en première ou en terminale. Là, elle est en terminale au Canada, en Colombie-Britannique. Bon, eh bien, elle a 4 matières. Moi, j'en avais 8, 9. Vous voyez la différence. Alors là, j'ai forcé le trait. J'ai caricaturé exprès parce que pour montrer que toute la bataille sur l'école, c'est une bataille, mais on ne le dit jamais, c'est quel est l'objectif. Voilà. Et donc, résultat, ce qui s'est passé en France, en tout cas dans les quelques décennies qui ont précédé, les inégalités sociales scolaires ont augmenté. Alors, voilà, les inégalités sociales ont augmenté, le sentiment de déclassement des élèves, y compris aujourd'hui déjà au niveau du collège ou du lycée, où il y a des enfants qui ont décroché, eh bien, est monté en flèche et s'est formé ce que j'appelle la ségrégation sociale dans l'école française. Et ça, je vous le prouverai. Et si vous voulez, je vous ai amené tous les graphiques, toutes les études, etc. Bon. Voilà. L'école privée confessionnelle, elle a changé de statut. Dans le temps, vous avez sans doute connu cette histoire, il y a des parents qui voulaient mettre leur élève dans l'école privée confessionnelle, notamment les catholiques, parce que 95% des écoles privées, c'est des écoles catholiques. Bon. Il n'y a pratiquement pas d'écoles protestantes, sauf à haut niveau. Et les écoles juives, il n'y en avait pas beaucoup. Il commence à y en avoir un peu plus, mais tout ça, ça fait que 5%. Voilà. C'est surtout des écoles catholiques. Eh bien maintenant, les écoles catholiques, principalement, sont en train, petit à petit, d'aller vers, je dirais, l'école des CSP+. C'est-à-dire que dans l'école privée confessionnelle, aujourd'hui, il y a 15% d'enfants des catégories sociales élevées, 15% de plus maintenant qu'il y avait il y a 15 ans. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on revient de ce point de vue un peu comme au XIXe siècle, si ça continue comme ça, c'est-à-dire, eh ben, on aura de plus en plus de CSP+, c'est-à-dire catégories sociales professionnelles élevées dans l'école privée confessionnelle, et les CSP-, c'est-à-dire les couches moyennes intermédiaires, les ouvriers et les employés, dans l'école publique. Alors, on n'en est pas là, bien sûr. Mais 15% de plus
en 15 ans, c'est énorme. Voilà. Pour ceux qui veulent voir les études, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, je dirais que si on veut changer les choses, en tout cas moi j'ai envie de les changer, parce que pour moi l'école publique c'est l'école de tous, voilà, je le dis comme je pense, eh bien il ne faut pas simplement s'intéresser aux petites choses, mais voir, je dirais, le problème général. Quel projet politique on veut? Est-ce qu'on veut former le citoyen ou pas? Suivant, tu peux me mettre la suivante, s'il te plaît. Alors, j'ai parlé d'instruction et d'éducation. Alors, on va définir, parce que vous avez vu que dans ma conférence, j'aime bien définir les choses. Parce que l'école, elle a deux fonctions, à mon avis, à moi, deux fonctions. Elle a une fonction d'instruction, elle a une fonction d'éducation. Bon. L'instruction, c'est la transmission des connaissances fondamentales associées à la formation d'un esprit critique autonome. C'est l'apprentissage de comment s'exprimer en français, à l'écrit et à l'oral, comment former avec les maths, la physique, l'histoire-géographie, enfin, etc., etc. Mais il y a aussi l'éducation. L'éducation, c'est l'apprentissage de la vie sociale associé à celui des valeurs qui accompagnent toujours la socialisation. Vous voyez, par exemple, un débat qu'il y a aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de l'éducation sexuelle à l'école. Par exemple, ça, c'est de l'éducation. Voilà, c'est de l'éducation. Il y a donc comment on se comporte. Comment un garçon de 15 ans doit se comporter avec une fille de 15 ans, ou de 16 ans, ou de 17 ans. C'est pas inné. Soit les parents ont aidé, ce qui est rarement le cas, pour dire d'après les études, soit il faut que l'école s'y mette. Mais il y a des forces qui veulent empêcher ça. Donc, vous voyez, il y a l'instruction, il y a l'éducation. Et moi, je crois qu'il faut de plus en plus d'éducation. Pourquoi? Parce que la France, elle est diverse. Par exemple, vous avez, depuis 30 ou 40 ans, vous avez un peu plus de Français qui, en fait, sont originaires d'Afrique du Nord, qui sont originaires d'Afrique subsaharienne. Avant, il y avait ceux qui venaient d'Italie, de Portugal, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Ces gens-là qui arrivent, ils ont une culture différente. Donc ça, si vous faites rien, ben vous avez un affrontement culturel. Vous avez un affrontement culturel. Donc, ben l'école peut faire de l'éducation pour qu'il y ait moins d'affrontements culturels. On ne peut pas supprimer, hein, mais qu'il y ait moins d'affrontements culturels et que ça ne débouche pas sur de la violence. Vous voyez quand même, Samuel Paty et Dominique Bernard, vous voyez jusqu'où peut aller la violence à l'école. Donc c'est pas de la rigolade, vous voyez. Donc voilà. Alors, deuxième chose, concours et formation des enseignants. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas séparer la formation des concours. Il faut que les concours de recrutement doivent reposer sur des connaissances disciplinaires, c'est-à-dire sur des disciplines. C'est plus tellement le cas aujourd'hui, hein, parce que vous savez, on embauche des enseignants en speed dating, 7 minutes d'entretien dans certains endroits parce qu'il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Bon, là, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Alors, c'est lié au fait que, disons-le, on paye mal les enseignants. Il y a un moment, il faut le dire, ça. C'est-à-dire l'attractivité du métier d'enseignant a baissé parce que le rapport, par exemple, moi qui suis ingénieur de formation,
je peux vous dire qu'il y a 50 ans, le ratio entre une institutrice et l'ingénieur, il a bougé au bénéfice de l'ingénieur, vous voyez, en rapport. Bon. Donc, mais le résultat, alors autre chose, il est absurde, me paraît-il, de demander à des candidats qui n'ont jamais enseigné, notamment avec les concours externes, un savoir-faire pédagogique. C'est pas parce qu'on est un bac plus 35 des mathématiques qu'on est capable d'enseigner correctement les mathématiques. C'est-à-dire, vous avez la connaissance disciplinaire qui doit être la base de l'enseignant, et puis après, à partir de cette connaissance, il y a un savoir-faire pédagogique. Vous voyez ? Bon. Oui. Alors, maintenant, le programme. Le programme est la garantie d'un cadre national connu de tous, des profs, des élèves, des familles, des directions, inspections, citoyens. Il doit permettre l'instruction en priorité, bien sûr, mais de l'éducation aussi. Aujourd'hui, il y a des forces qui visent à supprimer les cadres nationaux. C'est-à-dire de faire que, il n'y aura pas le même bac en Corse que dans l'Aube. Vous voyez ? Bon. Alors, bien évidemment, ça a des conséquences importantes. On n'a pas le temps sur chaque point de faire un débat, mais vous voyez bien qu'il y a cette bataille qui a lieu en ce moment. Mon point de vue, c'est qu'on doit développer l'autonomie de pensée de l'élève, futur citoyen, grâce aux outils donnés par l'enseignant. Suivant. Bon, j'en ai un peu parlé. Les moyens financiers, je veux dire, il y a un moment, il faut le dire. C'est-à-dire que la relative stagnation du budget du ministère de l'Éducation nationale est en train de tuer l'école républicaine française. Voilà. Alors, c'est pas fait, mais on va vers cette chose-là. Et ça ne concerne pas seulement les personnels immédiatement visibles, comme les enseignants, mais aussi les assistants d'éducation et les AESH accompagnant des élèves en situation de handicap. Aujourd'hui, par exemple, on a de plus en plus d'accidents parce qu'on met des gens handicapés dans des écoles publiques, ce qui est plutôt bien, à condition que vous ayez quelqu'un qui puisse l'aider à se mouvoir. Et quand vous avez, c'est les élèves qui portent, par exemple, ceux qui sont sur des chaises roulantes, il y a des accidents. Voilà. Les personnels administratifs qui sont insuffisants, et puis nous avons un recours croissant dans l'école française de contractuels et même de vacataires, parce que ce métier a perdu son attractivité par des salaires insuffisants. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il vaut mieux être policier qu'institutrice, si vous voulez. Ben oui, parce que quand vous voyez les primes que touchent les policiers dès qu'ils répriment des manifestants, eh bien, ouais. Mais les enseignants, aujourd'hui, ont des salaires qui sont trop faibles. Voilà. Alors, maintenant, les élèves en difficulté et les fractures sociales. Les élèves en difficulté, c'est dû quelquefois à pas de chance. Donc, il faut qu'il y ait un suivi. Mais comme il n'y a déjà pas suffisamment d'enseignants, eh bien, il n'y a pas de suivi spécifique des gens qui sont en difficulté. Voilà. Et qu'il faut prendre en compte les fractures scolaires et sociales. Le terme fracture inclut inégalité et le séparatisme social. Parce qu'aujourd'hui, il y a un séparatisme social à l'intérieur de l'école. Je vous en ai déjà parlé entre
les écoles privées confessionnelles et les écoles publiques, et que même, ce qui est extraordinaire, moi je le vois par exemple en région parisienne. En région parisienne, on avait jusqu'ici des établissements ultra cotés en France. Le lycée Louis-le-Grand, le lycée Henri IV, voilà. Vous voyez ces noms-là, vous les connaissez. Voilà. Alors maintenant, on a empêché en fait le fait que dans l'école publique, il puisse y avoir des écoles un peu plus cotées que d'autres. Et ce que font la grande bourgeoisie, disons-le, ils commencent à mettre leurs enfants, au lieu de les mettre à Louis-le-Grand, ils les mettent à Ginette, voilà, qui est une école privée confessionnelle. Donc vous voyez, il y a une gestion qui fait que maintenant, il y a une sorte de séparatisme social suivant les revenus de la famille. Voilà. Suivant. Comment ? Oui, absolument, mais c'est presque fini là. C'est presque fini. Bien sûr, il faut respecter la liberté de conscience des élèves, c'est-à-dire il faut pas les endoctriner, c'est-à-dire leur apprendre des choses qui ne sont pas, je dirais, reconnues par la science, et que effectivement là il y a une différence. Suivant. Bon, les sorties scolaires, il y a toujours des discussions sur les sorties scolaires. Bon, je veux dire qu'au départ, les sorties scolaires, c'était simple. Ça fait partie de l'école hors les murs. Donc, qui doit faire les sorties scolaires ? Eh bien, des fonctionnaires assistants, les enseignants, et donc devraient être soumis aux mêmes règles que ces derniers. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez de monde dans l'école qu'on permet aux parents de faire ce travail. Mais la réalité, c'est que l'école doit, que ça soit l'école dans les murs ou l'école hors les murs, elle doit pouvoir le faire complètement avec du personnel fonctionnalisé. Et bien sûr, cette laïcité, elle est repoussée tout simplement par manque de financement. Le budget de l'éducation nationale, suivant. Alors c'est là que je vous montre ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire le pourcentage des élèves par an de catégorie aisée dans le privé a augmenté de 15% en 15 ans. Je pourrais vous montrer toutes les études statistiques, ça se voit, si vous avez le temps, je vous les montrerai parce que je les ai amenées avec moi. Et l'écart de financement par élève est de plus en plus favorable à l'école privée confessionnelle. Il y a plus d'argent dans l'école privée confessionnelle que dans l'école publique, et que cet écart est en train d'augmenter, tout simplement parce que l'Église catholique, notamment, elle a réussi à obtenir la parité des subventions, mais quand ils ont la parité des subventions, ils ont en plus que payent les parents. Voilà. Alors, bien évidemment, ça finira un jour, on va avoir un débat sur les lois scolaires. Les fameuses lois de 1959, de 1967, les lois Debré-Germer, pour ceux qui connaissent cela. Et donc, sur la montée rapide de la ségrégation sociale dans l'école, alors là, il y a, si vous voulez, une mission d'information parlementaire qui vient de donner son 2023, et qui dit ce que je viens de dire. Sauf que moi, je fais un résumé et qu'eux, ils font... Si vous voulez lire, c'est sur Internet. Et puis, les travaux de Youssef Souidi, qui travaille uniquement sur les sources du ministère de l'Éducation nationale et qui montrent bien ce que je viens de dire. Suivant. Alors, faute de budget, malgré les promesses de Macron et d'Attal, vous voyez en rouge ce qu'a dit Gabriel Attal, il y aura un enseignant devant chaque élève. Et on voit aujourd'hui qu'il y a
dans toutes les académies, des classes sans enseignants devant. Et je parle enseignants devant sur longue période, pas une journée, ou etc. Donc ça veut dire que en 2024, un pays comme la France, aujourd'hui 7e puissance du monde en termes de PIB, n'est plus capable de mettre devant chaque classe des enseignants. Ça, c'est un vrai sujet. Suivant. Et ça, c'est ma conclusion. Donc, moi, je pense qu'il y a un recul de la laïcité en France et un recul de l'école républicaine. Et donc, moi, je dirais là-dessus, quelle école pour quelle république? Je réponds, l'école est toujours la pierre angulaire de la République. Donc la question devient, que voulons-nous comme République? Quelle République voulons-nous? Alors, ça ne touche pas simplement l'école, hein. Ça peut toucher la santé, ça peut toucher d'autres problèmes. Mais c'est le débat sur quelles sont les missions de la République qui doivent être premières dans notre raisonnement avant de s'attaquer à la santé, l'éducation, etc., etc. Eh bien, écoutez, avec cette conclusion, je vous remercie de votre attention. Une ou deux questions, pas plus. Alors, merci pour votre conférence. Et puis, je voulais dire, pour les professeurs, l'assèchement des professeurs, il est d'une manière très générale. Dans la fonction publique, on veut se séparer de la fonction publique. Donc, la question que vous posez, que voulons-nous comme République? Nous, on sait ce qu'on veut. Mais apparemment, politiquement, on ne veut plus d'une République de ce type-là. C'est-à-dire, on veut d'une République où tous les services publics deviennent privatisés. C'est pourquoi, moi, quand j'étais enseignante, il y avait déjà des vacataires, mais il y en avait de plus en plus, et des gens qui étaient très qualifiés pour faire ce métier. Mais là, c'était le contraire. Il y avait très peu d'acceptés au concours, mais il y avait beaucoup de gens qui le demandaient. Maintenant, il y a beaucoup de postes, mais plus de gens, enfin beaucoup moins, parce que justement, les salaires, comme vous l'avez dit, sont tout à fait insuffisants. Et en plus, on ferme des postes volontairement parce qu'on veut assécher la fonction publique dans ce domaine, comme dans tous les autres d'ailleurs. Voilà, donc la question, que voulons-nous comme République, ça oppose vraiment deux France, en fait, je pense. Voilà, mais oui, qu'est-ce que vous en pensez? Ça marche toujours? Bien sûr, oui. Oui, d'accord. Excuse-moi. Mais vous avez raison. Voilà, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Simplement la question, si vous voulez, on voit bien où on va si on maintient le type de pouvoir qu'il y a aujourd'hui. Mais il faut poser les bonnes questions. C'est-à-dire, il y a des fonctions de la République qui sont très importantes. Quand vous faites les sondages, les études d'opinion montrent que d'abord le pouvoir d'achat, quand on demande aux gens, donc le pouvoir d'achat arrive en premier, et puis si on pose des questions de façon, parce qu'il y a une façon perverse de poser les questions, mais si vous posez les questions vous groupez sécurité sociale, services publics et école, vous verrez que les gens, sauf qu'il n'y a jamais dans les sondages que ce que vous pensez, par exemple, de la sécurité sociale. Je vais vous donner deux chiffres. Le budget de l'État, tout ministère confondu, 491 milliards d'euros. Retenez ce chiffre, 491 milliards d'euros
2024, budget de l'État, tout ministère confondu. La sécurité sociale, 642. Bon, donc, forcément, énormément de services publics sont financés par la Sécu, toute la petite enfance, les hôpitaux, les retraites, enfin, etc., etc. Eh bien, on ne pose pas la question. Les études qui sont posées où on parle d'école, services publics, et bien ça arrive au même niveau que le pouvoir d'achat. Vous voyez? Mais, si vous voulez, on essaye de tromper l'électeur en lui posant des questions perverses, c'est-à-dire qu'on ne pose pas trop des questions sur les services publics, les écoles, etc. Mais c'est quand même ce sont les citoyens qui votent. C'est-à-dire que, je veux dire, par rapport à l'école, donc là, je vais faire un peu de politique. C'est mon point de vue. Je vous oblige personne de le suivre. Moi, je pense que malgré les changements de gouvernement, de ministère, de ministre de l'Éducation nationale, c'est la même politique qui est menée depuis 7 ans sur le problème de l'école, sur les grandes choses qu'on a vues là. Bon, donc voilà. Donc si un jour on a envie d'avoir moins de services publics privatisés, plus de services publics, plus d'écoles et plus de sécurité sociale avec toute la santé, les personnes âgées, les EHPAD, etc. Vous voyez, il faut trouver le moyen que les citoyens prennent ça en charge. Si ça n'apparaît pas dans leur désir quand ils vont voter, s'ils ne posent pas la question aux gens pour qui ils veulent ou pas voter, ben ça ne changera pas. Parce que si vous voulez, il n'y a pas de raison que ça change. Vous voyez? Donc c'est ça un peu le problème. Il y a une montée de la privatisation. Vous savez, il reste plus aujourd'hui que 2 secteurs très importants qui sont encore socialisés majoritairement. C'est l'école et la sécurité sociale, avec la santé, les retraites, etc., etc. Le système veut privatiser ce qui n'est pas encore privatisé, c'est-à-dire l'école d'une part, et puis tout ce qui relève de la sécurité sociale. Et à un moment, c'est sûr qu'il y aura, parce qu'il va y avoir des forces qui vont dire ça c'est important, etc., etc. Et donc il faudra d'abord qu'on pose les questions correctement. C'est-à-dire que la sécurité sociale, l'école et l'ensemble des services publics, il faut qu'ils soient posés comme question. Et puis, deuxièmement, c'est les citoyens qui décideront. Une question également ici. Oui, j'ai 2 petites questions. Déjà, je vous remercie pour votre exposé ce soir qui était très clair, je trouve. Voilà. Alors ma première question, j'avais la notion que le budget de l'éducation nationale était le plus gros budget de l'État. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et ma deuxième question, vous avez parlé que l'école devait aussi faire de l'éducation, ce qui est tout à fait logique. Dans le temps, on avait les leçons de morale. Moi, je me rappelle à l'école primaire, le matin, il y avait toujours la morale. Bon, mais le temps imparti à l'école, il n'est pas élastique. S'il faut déjà transmettre des savoirs, ce qui est quand même fondamentalement important, qu'est-ce qui reste comme temps pour l'éducation? Est-ce que les parents ne doivent pas, quelque part, c'est leur mission d'éduquer les enfants aussi? Alors voilà, je pose cette question. Est-ce qu'à l'école, on a vraiment le temps de faire aussi de l'éducation, alors que c'est la mission normalement de transmission des savoirs? Voilà mes 2 questions, monsieur. Alors, sur ces 2 questions, on pourrait passer une soirée entière. Mais je vais essayer de répondre rapidement. Je donne mon point de vue pour montrer les choses. Alors, premièrement, le principal budget de l'État, c'est le budget de l'éducation nationale, qui est aux alentours de 70 milliards d'euros. Quand je dis budget de l'éducation nationale, je compte maternelle, primaire,
secondaire. Je ne compte pas l'enseignement supérieur qui est en plus. Hein. Alors, mais n'oubliez pas une chose, c'est que le premier budget humain, c'est la Sécu. Et la Sécu, c'est presque 10 fois le budget de l'éducation nationale. Et bien évidemment, le budget de la sécurité sociale est séparé du budget de l'État. Ça, c'est la volonté d'Ambroise Croizat, ministre communiste à la Libération, qui lui estimait que la protection des citoyens, eh bien, devait être séparée de tous les autres problèmes. Et donc, il y avait un budget de la sécurité sociale, donc un projet de loi de financement de la sécurité sociale, et il y avait le budget de l'État. Et même, il avait dit, eh bien, c'est très simple, on élit des députés pour gérer le budget de l'État, et on élit des administrateurs de la Sécu pour gérer le budget de la Sécu. Ça n'existe plus depuis que le général de Gaulle a supprimé en 1967 ce qu'il avait créé en 1945. Mais ça, c'était tout simplement... oui, exactement. Il y avait la pression populaire en 1945 qui l'a obligé à accepter la sécurité sociale qu'il ne voulait pas. Et quand il est revenu au pouvoir ensuite, en 1967, il a détruit les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Et vous avez posé donc une deuxième question sur le temps, etc. Vous avez raison, il y a un temps limité, mais je veux dire par exemple que l'éducation sexuelle, qui est quelque chose de très important, parce que vous pouvez faire tous les trucs sur les VSS, comme certains disent aujourd'hui, les violences sexuelles, et si vous ne partez pas d'une éducation qui est à l'école, et donc là, il faut gagner la bataille politique pour qu'elle ait lieu. Parce que, par exemple, la ministre, il y avait une ministre de l'Éducation nationale sous Hollande, qui avait voulu faire les ABC de l'égalité, etc., qui ont été supprimés depuis parce que l'intégrisme catholique était contre. Hein. Faut appeler un chat un chat. Bon. Et le problème des violences sexuelles et sexistes, ben, si vous ne commencez pas dès le plus jeune âge, ben, qu'est-ce que font les enfants? Ben, ils copient ce que fait leur père, et voilà. Et le problème de l'école, parce que je rappelle une chose, c'est que les républicains, au XIXe siècle, ils ont créé l'école pour pallier aux déficiences éventuellement, y compris éducatives, de leurs parents. Vous ne pouvez pas... je vais être vulgaire, excusez-moi. Mais quand les enfants voient le père battre leur mère, vous ne pouvez pas demander aux parents d'éduquer leurs enfants comme il faut sur les violences sexuelles. Et il y a un moment, simplement, il faut commencer au départ. Donc il y a des choses fondamentales. Je fais partie de ceux qui pensent que, par exemple, les féministes qui mettent ça en avant aujourd'hui et qui estiment que c'est par la justice qui vont régler le problème, moi je trouve qu'ils n'ont pas raison. Il faut bien évidemment que les juges condamnent ce qu'il ne faut pas faire. Mais il faut aussi que l'éducation des enfants, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès l'école primaire, ben on apprend aux gens que les garçons, même s'ils sont un peu plus forts, il ne faut pas qu'ils tapent sur les filles. Bon, ça c'est de l'éducation, et ça ne demande pas beaucoup de temps. Le seul problème, c'est qu'il y a effectivement des forces réactionnaires qui s'opposent à ça. Et ils sont puissants. Bien, ben, mesdames et messieurs, vous avez été très attentifs. C'est une bonne classe. Voilà, merci Bernard. Merci beaucoup.
Ah bah peut-être, alors une toute dernière. 2 minutes, monsieur Lefebvre. Oui, alors je voulais vous dire, je suis retraitée de l'éducation nationale et j'interviens toujours dans le cadre de l'école. Hein. Mettez ça sur votre menton. Oui, j'interviens toujours dans le cadre de l'école publique parce que franchement, j'y crois. Alors la ségrégation sociale, elle commence dès l'école primaire, faute de moyens. Parce que les enseignants font leur boulot. Ça, je suis convaincue de ça. Et puis, deuxièmement, je me suis toujours posé la question de ces classes prépa. Et vous avez parlé de Louis le Grand, enfin, et d'autres grands lycées parisiens. Il y a peu de fils d'ouvriers. Normal Sup, il y a peu de fils d'ouvriers. Et c'est très difficile pour eux. Pas parce qu'ils sont plus bêtes que les autres, pas du tout. Mais parce qu'ils n'ont pas les codes. Les codes qu'ont les fils de médecins et compagnie. Et moi, je trouve que ça, c'est une profonde injustice. Voilà, c'est tout ce que je vous... Je vais vous répondre parce que Oui. je partage votre propos globalement, donc je ne vais pas tenter de dire le contraire. Je dis simplement Il a un micro, lui. qu'il y a toujours eu des enfants d'ouvriers, d'employés à Polytechnique. Attendez, jusqu'aux années 90. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Ça veut dire que, malgré ce que vous dites, l'école telle qu'elle existait, elle arrivait malgré tout à envoyer par les Mathsup, Mathsp, etc. Il y avait quand même des fils d'ouvriers et d'employés qui arrivaient dans les grandes écoles. Aujourd'hui, c'est 0,0%. C'est-à-dire que même le peu qu'il y avait n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que, je dirais donc deux choses. La première chose, très exactement ce que vous avez dit. Mais la deuxième chose, c'est que avant il y en avait qui réussissaient, que maintenant c'est plus possible. Alors, je vais terminer pour dire la chose suivante. Après, il ne faudra pas s'étonner que ceux qui se sont aperçus de ça votent pour l'extrême droite. Parce que le problème, c'est que le sentiment de déclassement, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des familles entières sur plusieurs générations qui ont le sentiment qu'ils ont été déclassés. Et que comme, ils ont dit, on n'a pas essayé ça, donc on va tenter ça. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé en Hongrie, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump, c'est partout pareil. Vous voyez ? Je vais vous dire par exemple une phrase. Est-ce que vous connaissez Bernie Sanders ? Certains connaissent, aile gauche du Parti démocrate aux États-Unis, donc plutôt opposant à Kamala Harris. Le 7 novembre, il fait une étude sociologique du vote pour expliquer pourquoi Trump gagne. Il commence, ça aussi vous le trouvez facilement sur Internet, il commence sa phrase comme ça, donc je traduis en français. Le Parti démocrate a oublié la classe ouvrière et la classe ouvrière a oublié de voter pour le Parti démocrate. Voilà. Et que ça, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Donc le problème numéro 1, c'est le sentiment de déclassement. Et donc des enfants, des parents, des enfants, des grands-parents, des parents, des enfants qui ont l'impression qu'ils ont été déclassés et qui ont l'impression que le Rassemblement national, c'est le vote anti-système. Vous voyez ? Parce que toutes les études d'opinion montrent que les 11 millions de Français ne sont pas des racistes qui votent le Rassemblement national, que les racistes sont minoritaires, mais par contre, le sentiment de déclassement est très fort. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est clair. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de taper sur Internet et de voir qu'il y avait des fils d'ouvriers à Polytechnique et qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, merci.